Combien de participantes faut-il recruter pour une étude? Il n'y a pas une unique bonne réponse à cette question, mais plutôt plusieurs approches et paramètres à considérer. Cette vidéo a pour but de présenter les étapes d'un calcul de taille d'échantillon a priori, dans le cadre le plus commun en psychologie, le test d'hypothèse dans un cadre fréquentiste. Le calcul de la taille d'échantillon est une partie importante de la planification d'une étude. La qualité des conclusions en dépend fortement. Le calcul de taille d'échantillon nous sert à faire un compromis entre les coûts de l'étude et la qualité des conclusions. Collecter des données est une phase de l'étude qui demande plus ou moins de ressources. Si on pouvait avoir accès à toute notre population d'intérêt, nous n'aurions pas besoin de statistiques inférentielles. Pas besoin de généraliser, pas besoin de prévoir notre taille d'échantillon. Mais ce cas de figure reste rare dans nos disciplines. Collecter suffisamment de données nous permettra d'avoir de bonnes chances de détecter un effet s'il existe vraiment, mais nous permettra aussi, si nous détectons un effet, d'avoir de bonnes chances qu'il s'agisse d'un vrai effet et non d'un faux positif. Vous trouverez des références concernant le lien entre taille d'échantillon et réplicabilité des études dans les ressources associées à la vidéo. Avant toute chose, il est important d'avoir à l'esprit qu'il existe plusieurs manières de prévoir et de justifier une taille d'échantillon. Ce tableau nous montre 6 approches différentes pour le faire. En fonction de l'approche choisie, la taille de l'échantillon sera souvent différente. On peut par exemple se poser la question du type de conclusion recherchée. En effet, le nombre de participantes nécessaires ne sera pas le même si on cherche à tester une hypothèse ou à estimer un paramètre, par exemple la valeur d'une différence entre deux groupes. Pour cette vidéo, on considérera qu'on cherche à tester une hypothèse, configuration aujourd'hui la plus commune dans nos disciplines. On utilisera une analyse de puissance a priori qui nous permettra de calculer le nombre de participantes à recruter pour une étude avant de démarrer la collecte des données. Pour cette vidéo, on considérera également qu'on cherche à tester une hypothèse dans un cadre fréquentiste, configuration également la plus commune dans nos disciplines. Pour calculer la taille de notre échantillon, on doit connaître l'analyse statistique qu'on appliquera sur nos données pour tester notre hypothèse, la taille de l'effet qu'on souhaite pouvoir détecter avec cette analyse, le seuil alpha utilisé pour cette analyse et la puissance statistique désirée pour cette analyse. Premièrement, il va falloir spécifier les caractéristiques de l'analyse statistique prévue. Un calcul de taille d'échantillon a priori vaut pour une analyse donnée avec un nombre de variables données, un nombre d'effets d'intérêt donnés, etc. Tout changement ultérieur à ces niveaux compromet la validité de l'analyse de puissance. Ensuite, on doit décider de la taille de l'effet qu'on souhaite être capable de détecter. Il existe un grand nombre d'indicateurs de taille d'effet différents. Pour faire simple, disons qu'il existe des tailles d'effet non standardisées, dont les valeurs dépendent plus largement du contexte de l'étude, et des tailles d'effet standardisées, et donc plutôt comparables entre les études. Une différence de moyenne entre deux groupes est une taille d'effet non standardisée. Parmi les tailles d'effet standardisées, on distingue souvent, d'une part, les tailles d'effet qui quantifient une différence, comme représenté sur le graphique de gauche, entre deux groupes par exemple, comme le dé de Cohen. D'autre part, les tailles d'effet qui quantifient la force d'une association, entre deux variables par exemple, comme représenté sur le graphique de droite. Le R carré est probablement l'indicateur le plus connu de cette famille. En réalité, on peut convertir ces indices de taille d'effet pour passer de l'un à l'autre. Certains indices sont plus communément associés à certaines analyses, mais au final, il s'agit d'un choix dans la manière d'interpréter l'effet. Toute chose étant égale par ailleurs, plus l'effet qu'on souhaite détecter est petit, plus la taille d'échantillon devra être importante. Prenons 2 exemples de protocoles dans lesquels on répartit aléatoirement des individus entre 2 groupes. Dans un cas, on veut savoir si la fréquence cardiaque pendant l'activité physique est plus élevée chez des individus à qui on fait faire de la course à pied en comparaison à des individus à qui on demande de marcher.
Dans l'autre, on veut savoir si la fréquence cardiaque est plus élevée chez les individus à qui on fait faire de la marche en comparaison à des individus à qui on demande de jardiner. À votre avis, dans quel protocole faudra-t-il collecter le plus de données pour arriver à une différence significative entre les groupes? Intuitivement, on voit bien que l'observation d'un petit nombre d'individus nous suffira pour conclure que pour la course, la fréquence cardiaque est plus élevée que pour la marche. La taille de l'effet, c'est-à-dire ici la différence de fréquence cardiaque entre la marche et la course, est grande et donc plus facilement détectable, donc détectable avec peu d'observations. Par rapport à l'exemple précédent, l'observation d'un nombre plus important d'individus sera nécessaire pour conclure que, pour la marche, la fréquence cardiaque est plus élevée que pour le jardinage. La différence de fréquence cardiaque entre le jardinage et la marche est plus petite et donc moins facilement détectable. Donc détectable, mais à partir de plus d'observations. Comment déterminer cette taille d'effet? Ce tableau répertorie les principales approches nous permettant d'évaluer les tailles d'effet intéressantes pour une étude. Certaines approches sont plus rigoureuses que d'autres. Cette étape est souvent difficile, même pour les plus expérimentés d'entre nous. Dans l'idéal, elle devrait nous encourager à réfléchir sur la nature des effets qu'on étudie, sur leur sens pratique et ou théorique. Une fois la taille d'effet choisie, il faut fixer nos risques d'erreur. Deux types d'erreurs sont à considérer, à savoir l'erreur de type 1 et l'erreur de type 2. Le risque alpha concerne le taux d'erreur de type 1, ce qui correspond au faux positif. Ce risque concerne le cas où l'hypothèse nulle, que l'on appellera H0, est vraie. S'il n'y a pas d'effet, pas de lien entre deux variables, pas de différence entre deux groupes dans la population, en répétant une étude un grand nombre de fois sur des échantillons, il s'agit du pourcentage d'études qui conclurait à tort à un effet significatif. Le risque alpha, souvent souhaité par défaut en psychologie, est de 5%. Cela signifie que si H0 est vrai, sur 100 études, en moyenne, 5 rapporteront une p-valeur inférieure à 0,05. L'autre type d'erreur à considérer est l'erreur de type 2, ce qui correspond au faux négatif. Si l'effet existe vraiment dans la population, quelles sont les chances de rater cet effet? En répétant une étude un grand nombre de fois, quel pourcentage d'études ne conclurait pas à un effet significatif alors que l'effet existe vraiment? Ce risque à fixer est appelé risque bêta, mais il est plus connu sous la forme de puissance statistique. La puissance statistique correspond à 1 moins bêta. Autrement dit, si l'effet existe vraiment, quelles sont les chances de détecter cet effet? Par défaut, il a traditionnellement été recommandé d'essayer de limiter le risque bêta à 20% dans les études en psychologie. Ceci correspond donc à une puissance statistique de 80%. Dans ce cas, cela signifie que si l'effet existe vraiment, sur 100 études, en moyenne, 80 rapporteront une p-valeur inférieure à 0,05. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus le risque alpha désiré est faible, plus la taille d'échantillon nécessaire est grande. Plus notre seuil de significativité est sévère, plus il est difficile d'obtenir un résultat significatif, un nombre plus important de données est donc nécessaire pour détecter un effet. Certains travaux recommandent de fixer et de justifier spécifiquement alpha selon les caractéristiques et objectifs de l'étude, plutôt que d'utiliser un alpha par défaut à 5%. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la puissance statistique désirée est élevée, plus la taille d'échantillon nécessaire est grande. On a besoin de plus d'observations pour s'assurer de ne pas rater un effet qui existe vraiment. Certains travaux recommandent de fixer et de justifier spécifiquement la puissance selon les caractéristiques et objectifs de l'étude, plutôt que d'utiliser une puissance statistique de 80% par défaut. Vous pouvez par exemple consulter les travaux de Lakens à ce sujet. Des références sont proposées dans les ressources associées à cette vidéo. On a maintenant toutes les informations nécessaires pour effectuer le calcul. Dans cette vidéo, je vais montrer un calcul de taille d'échantillon pour un t-test sur échantillon indépendant. Pour faire ce calcul, je vais comparer plusieurs outils.
Les instructions d'installation de ces outils sont disponibles dans la description de la vidéo. Je commence par le module JPower du logiciel Jamovi, gratuit et simple à utiliser, mais qui concerne uniquement les t-tests. Pour l'exemple ici, je souhaite pouvoir détecter un effet au moins égal à un dé de Cohen de 0,3 avec une puissance de 90% et un alpha de 5%. Avec ces paramètres, le calcul m'indique que j'aurai besoin de 235 individus par groupe pour atteindre cet objectif. Deuxième exemple, même cas de figure, mais cette fois avec le logiciel JPower, qui est lui aussi gratuit. Il s'agit d'un outil beaucoup plus complet que le précédent, mais plus compliqué à utiliser, notamment parce que le choix des tests disponibles est plus vaste. Il faut donc s'assurer de sélectionner le bon test parmi un grand nombre proposé. En spécifiant les mêmes valeurs de paramètres que précédemment, j'obtiens bien les mêmes effectifs. Troisième exemple, toujours le même cas de figure, mais cette fois-ci avec le package Power dans R. L'avantage d'utiliser R, c'est qu'on pourra trouver plusieurs packages qui répondront à plusieurs besoins différents, avec plusieurs méthodes différentes. Il s'agit donc là d'une approche qui offrira beaucoup de liberté à terme, même si l'utilisation peut sembler plus compliquée à la base. Ici, vous pouvez voir le code utilisé. En spécifiant les mêmes valeurs de paramètres que précédemment, j'obtiens bien les mêmes effectifs. Attention cependant à bien arrondir la valeur à l'entier supérieur. Voilà, vous avez maintenant les bases. N'hésitez pas à comparer les résultats des différents outils pour vos propres analyses, surtout dans un premier temps, afin de détecter les erreurs éventuelles. Et souvenez-vous, le choix rigoureux de la valeur des paramètres est tout aussi important, voire plus important, que la maîtrise des logiciels. Au-delà de la maîtrise des logiciels, il faut aussi avoir à l'esprit que la taille d'échantillon n'est pas le seul déterminant de la puissance. Des instruments de mesure bien construits, une méthodologie appropriée, des contrôles statistiques pertinents permettent d'augmenter la puissance et par conséquent de réduire la taille de l'échantillon nécessaire. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vers des tutoriels plus complets ou des ressources vous permettant d'aller plus loin. Vous pourrez également trouver des références vous permettant d'approfondir les notions de base présentées dans la vidéo.